La revanche des rebelles du Tigré sur les forces fédérales. Ils ont affirmé ce dimanche avoir mené des opérations visant des soldats de l'armée régulière. La région est agitée depuis près de 10 mois. Les Rwandais, de nouveau cloîtrés chez eux, la capitale Kigali est plongée dans un reconfinement, but visé par la mesure à endiguer l'explosion des cas de coronavirus. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reçu son homologue kenyan Rachel Omamo. La rencontre s'est tenue à Washington. Au menu, le renforcement de la coopération bilatérale. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Nous démarrons ce journal par la République démocratique du Congo, où Médecins sans frontières a appelé cette fin de semaine à apporter un soutien socio-économique aux victimes des violences sexuelles dans le pays. Selon un rapport publié par l'ONG, les besoins de ces victimes sont gigantesques. En 2020, près de 11 000 victimes de violences sexuelles, soit près de 30 par jour, ont été prises en charge par Médecins sans frontières dans 6 des 26 provinces de la RDC, selon ce rapport intitulé « Double peine ». À cause de leur agression, beaucoup de victimes, par peur de retourner travailler au champ ou au marché ou rejetées par leur communauté, s'enfoncent alors dans un cycle de pauvreté, mais peu de programmes de soutien économique sont disponibles pour leur venir en aide, d'après l'organisation humanitaire. Le rapport met en lumière les lacunes dans la prise en charge victimes des violences sexuelles en RDC, hommes et femmes, personnel médical, pas ou peu formés, indisponibilité de médicaments et traitements, soutien socio-économique et juridique aux survivants largement insuffisants. Les besoins immédiats et à long terme sont gigantesques, mais les approches et les financements qui permettraient d'y répondre font dramatiquement défaut, a déploré Juliette Séguin, chef de mission de MSF en RD Congo. En 2020, moins de 6% des financements internationaux demandés pour répondre aux besoins humanitaires en matière de santé en RDC ont été déboursés. À peine 18% des montants demandés en matière de protection des populations et de droits humains, a-t-elle indiqué, ajoutant que cette tendance se poursuit. En 2021, en RDC, les femmes et les filles constituent le groupe le plus affecté par le phénomène de violence sexuelle. En 2020, elles représentaient 98% des survivants pris en charge par Médecins sans frontières. Pendant la même période, 194 hommes et garçons ont témoigné avoir été soit forcés par des auteurs armés à violer des femmes, soit avoir subi des violences sexuelles commises par des femmes, selon l'ONG. Les rebelles du Tigré, nous sommes en Éthiopie, ont affirmé ce dimanche avoir mené des opérations visant des forces gouvernementales dans la région Haftar. Ils ouvrent ainsi un nouveau front dans leur lutte contre les autorités éthiopiennes. Plus de détails dans cet élément. Cette action a visé des miliciens venus de l'Oromia qui avaient pris position le long de la frontière entre l'Afar et le Tigré, selon le porte-parole des rebelles, qui a souligné que ces opérations ont été menées afin qu'ils s'assurent que ces forces seront renvoyées de l'Oromia. Le Tigré est en proie depuis 8 mois à un conflit dévastateur qui a connu un tournant majeur fin juin avec la reprise par les forces rebelles opposées au gouvernement fédéral d'une grande partie du territoire de cette région du nord de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait envoyé l'armée fédérale au Tigré en novembre dernier pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré. Selon lui, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF, parti qui a dominé le pouvoir éthiopien pendant 3 décennies. Le gouvernement mobilise désormais des forces régionales venues notamment de l'Oromia pour combattre aux côtés de l'armée fédérale. Un porte-parole de la région Afar n'était pas en mesure de répondre aux questions de l'agence France-Presse sur cette attaque dimanche, mais un communiqué diffusé samedi soir par l'agence de presse officielle Ethiopian News Agency a accusé le TPLF de bloquer l'aide humanitaire à destination du Tigré depuis l'Afar par des pilonnages d'artillerie lourde. Le Rwanda a annoncé le reconfinement de la capitale Kigali ainsi que de 8 autres districts dans ce pays depuis samedi et ce jusqu'au 26 juillet prochain. Cette nouvelle mesure vise à endiguer l'explosion des cas de coronavirus enregistrés les semaines dernières.
Le gouvernement rwandais a annoncé dans un communiqué que les citoyens étaient invités à réduire considérablement les interactions sociales et à limiter les déplacements aux seuls services essentiels comme la santé, l'achat de nourriture, les banques. Les transports publics de personnes sont également arrêtés, les bureaux des entreprises, l'administration et les écoles fermées, les activités sportives et récréatives en plein air interdites et le nombre de personnes assistant aux enterrements plafonné à 15. Les arrivées et départs à l'aéroport de Kigali sont toutefois maintenus, ainsi que les activités touristiques dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Le couvre-feu décrété de 18h à 4h reste en vigueur dans l'ensemble du pays où les commerces doivent fermer à 17h. Le Rwanda avait dans un premier temps réussi à contenir la pandémie, imposant dès mars 2020 un des premiers confinements stricts sur le continent africain, ainsi que des campagnes poussées de détection et de traçage de cas contacts. Ces dernières semaines, le pays a été confronté à un net rebond de la pandémie, avec environ 800 nouveaux cas par jour, submergeant les hôpitaux en pénurie de lits. Le pays de 13 millions d'habitants a enregistré un total de près de 51 000 cas de Covid-19, dont 607 morts. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reçu son homologue Kenya à Washington, alors que Rachel Omamo remerciait les États-Unis pour le don de vaccins contre le coronavirus. Anthony Blinken rappelle que le gouvernement américain a un partenariat stratégique très important avec le Kenya. Je vous invite ici à suivre un extrait des propos des deux chefs des diplomaties des deux pays. Nous avons un partenariat stratégique très important avec le Kenya. Nous travaillons ensemble à travers le continent et au-delà. D'ailleurs, lorsque vous étiez au Conseil de sécurité de l'ONU, nous travaillons sur des questions mondiales, sur des questions régionales. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir pu aider avec le Covid, avec les vaccins. Il y a 1,7 million de vaccins qui sont en route pour le Kenya. Nous travaillons ensemble sur de nombreuses questions, tant au niveau national que régional et local. Nous croyons tous deux aux mêmes principes, aux mêmes valeurs de la démocratie, à l'idée qu'il y a de l'espoir en chaque personne et que nous pouvons surmonter nos défis par la solidarité en travaillant ensemble et en allant de l'avant, en particulier après la COVID-19. Nous vous remercions pour le don de vaccins. Nous vous remercions d'avoir été à nos côtés tout au long de cette période difficile et d'avoir souligné qu'il y a encore de l'espoir et que tous les pays peuvent se reconstruire à mieux. Nous pouvons mieux reconstruire sur notre continent et nous pouvons le faire en partenariat avec nos amis. 21 ans qu'il dirige la Syrie, ce samedi, le président Bachar al-Assad a prêté serment pour un 4e septennat. C'était lors d'une cérémonie qui s'est donc tenue au palais présidentiel à Damas. Après avoir remporté le scrutin du 26 mai dernier avec 95,1% des voix, une victoire largement critiquée par l'Occident et l'opposition syrienne, le président Bachar al-Assad a prêté serment ce samedi pour un 4e septennat. Au pouvoir depuis 2000, il a prêté serment sur la Constitution et le Coran en présence de plus de 600 invités, parmi lesquels des ministres, hommes d'affaires, universitaires et journalistes. L'élection présidentielle a prouvé la force de la légitimité populaire conférée par le peuple à l'État et a discrédité les déclarations des responsables occidentaux sur la légitimité de l'État, de la Constitution et de la patrie, a déclaré Bachar al-Assad en entamant son discours d'investiture. Je réitère une fois de plus mon appel à tous ceux qui ont été trompés et qui ont parié sur l'effondrement de l'État à retourner dans le giron de la patrie, a-t-il ajouté, à l'adresse notamment des opposants. Je dis à chacun d'eux, tu es exploité par les ennemis de ton pays et la révolution avec laquelle ils t'ont trompé est une illusion, a-t-il renchéri. Pendant plus de 10 ans de guerre, nos préoccupations étaient multiples et la sécurité et la peur dominaient, mais aujourd'hui, il s'agit surtout de libérer ce qui reste du territoire et de faire face aux répercussions économiques de la guerre, a affirmé par ailleurs Bachar al-Assad. La Syrie, tout comme Bachar al-Assad lui-même, est la cible de sanctions internationales et les besoins pour la reconstruction sont titanesques, nés de la répression de manifestations pro-démocratie. La guerre en Syrie a fait près de 500 000 morts et déplacés
et exilé plusieurs millions de personnes. Et à quelques jours du début des Jeux Olympiques, les JO de Tokyo, au Japon, les organisateurs ont annoncé le premier cas de coronavirus, un cas qui a été recensé au sein du village olympique. À moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé ce samedi un premier cas de Covid-19 recensé au sein du village olympique. Mais ils n'ont pas précisé s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation la personne provient. Les organisateurs se sont voulus rassurants quant à l'efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus. Il a été confirmé qu'une personne a été testée positive au village olympique pour la première fois. Le test PCR a été effectué et cette personne est confinée à l'hôtel. Nous avons échangé avec le Comité international olympique au sujet des informations que nous pouvions délivrer. Le CIO a conclu que si nous donnions le nom du pays, cette personne serait très probablement identifiée. Cela pose bien entendu des questions de respect de la vie privée. Les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus du 23 au 8 août, ont été reportés d'une année en raison de la pandémie et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon afin que le rendez-vous planétaire puisse se tenir. La quasi-totalité des épreuves des Jeux Olympiques se dérouleront à huis clos et les dizaines de milliers de participants, des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l'étranger, sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.